Il y a quelque chose d'inconfortable à accepter que la plupart de ce que nous faisons est destiné à être vu, approuvé ou reconnu. Nous avons été entraînés à rechercher les applaudissements, à mesurer notre valeur à la réaction des autres, comme si l'estime de soi était un compte bancaire qui ne croît qu'avec des dépôts externes. Mais tout cet effort a un coût. L'anxiété de ne pas être à la hauteur, la fracture intérieure qui surgit lorsque nos actions ne naissent pas de conviction, mais du besoin d'appartenance. Le stoïcisme n'est pas une pose froide ou indifférente, c'est un ajustement brutal des priorités. C'est comprendre que le véritable pouvoir ne fait pas de bruit, ne demande pas la permission et ne vit pas des regards des autres. Il y a une autorité silencieuse chez celui qui maîtrise ses propres réactions, chez celui qui choisit le calme lorsque tout pousse à exploser. La plupart vivent piégés dans un mécanisme mental de réponse automatique, esclaves de l'impulsion, accros à la validation. Mais la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais, cette discipline de rester ferme sans avoir à prouver, est magnétique dans un monde surstimulé. La présence authentique ne se construit pas en public, mais dans l'entraînement quotidien du caractère, dans le renoncement conscient à la superficialité. Tu n'as pas besoin d'impressionner pour avoir de la valeur. Le calme est une déclaration de force. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes qui non seulement changent la façon dont tu te vois, mais surtout la façon dont les autres te perçoivent. Parce que la véritable attraction vient de l'intérieur et commence au moment où tu décides d'arrêter de demander la permission d'être toi-même. 1. Maîtrise tes impulsions, pas tes mots. Une impulsion incontrôlée est comme une dette que tu signes sans lire les petites lignes. L'émotion te procure une gratification instantanée, mais la facture ne tarde pas à arriver. Chaque fois que tu te laisses emporter par ce que tu ressens sur le moment, par l'urgence de répondre, par la tentation de te défendre ou de chercher l'approbation, tu hypothèques ton intégrité. Ce n'est pas toi qui décides, mais cette réaction automatique qui transforme tes mots en un produit de fabrication, identique à celui de millions d'autres qui ne s'arrêtent pas non plus avant de parler. C'est là que la plupart se trompent. Ils croient que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, de répondre rapidement, de se montrer fort à travers un discours spirituel. Mais la vérité est que le véritable pouvoir ne s'exerce pas à la surface de ce qui est dit, mais à la racine de ce que tu gardes silencieux et choisis de ne pas faire. Maîtriser tes mots sans avoir maîtrisé tes impulsions, c'est comme peindre une façade pendant que la structure se fissure de l'intérieur. Le piège est subtil. Nous confondons autocontrôle avec répression et silence avec soumission, car on nous a appris à mesurer notre valeur dans la réaction visible, dans la réponse immédiate, dans la défense d'un ego qui craint la moindre fissure. Mais la réalité psychologique est autre. Celui qui maîtrise ses impulsions peut supporter le poids de son inconfort sans que cela ne le détruise, peut observer comment le sang bout et pourtant choisir le calme. Il n'y a pas de véritable magnétisme chez celui qui a besoin d'être entendu à tout prix, mais chez celui qui n'a pas peur de perdre en protagonisme, chez celui qui se permet le luxe de laisser passer, de ne pas intervenir, de ne pas justifier chaque mouvement. Car l'impulsion te rend prévisible et par conséquent faible. L'autocontrôle, en revanche, multiplie ta présence car il révèle que tu n'as besoin de rien ni de personne. Être maître de soi exige un type d'honnêteté brutale. Reconnaître combien de fois tu as parlé juste pour ne pas te sentir ignoré. Combien de fois tu as donné ton avis juste pour ne pas paraître faible. Combien de fois tu as réagi par peur que le calme soit interprété comme de la lâcheté. C'est cette fracture qu'il faut regarder en face. L'esprit réagit, cherche la sécurité dans les vieux raccourcis de l'habitude. Mais le caractère se façonne lorsque tu décides que tout stimulus ne mérite pas de réponse. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es ce que tu choisis d'en faire. L'autocontrôle est le muscle le moins entraîné et pourtant le plus nécessaire dans un monde qui glorifie le bruit et méprise la pause. Se taire n'est pas se rendre. C'est s'élever au-dessus de l'instinct et décider où il vaut vraiment la peine d'investir ton énergie.
Au début, résister à l'urgence de parler ou de réagir peut sembler un sacrifice insupportable. Il y a une sorte de vertige dans l'attente, dans le maintien du regard, lorsque tout en toi exige de se lancer dans la défense ou la démonstration. Mais là, dans cette microseconde de retenue, commence le véritable domaine. N'importe qui peut se laisser emporter par une impulsion. Très peu sont capables de la domestiquer, de l'observer sans céder, de la laisser passer sans perdre l'équilibre intérieur. Si tu dois choisir entre être entendu et être cohérent, choisis toujours la cohérence. L'applaudissement des autres dure quelques secondes. La paix d'avoir fait ce qui est juste beaucoup plus longtemps. N'oublie jamais cette ligne. Celui qui maîtrise ses mots est admiré, mais celui qui maîtrise ses impulsions est inébranlable. La prochaine fois que tu ressentiras l'impulsion d'intervenir, de te justifier, de chercher à être remarqué, demande-toi si cette urgence naît de ta force ou de ton insécurité. Le silence est inconfortable seulement pour celui qui dépend de l'acceptation des autres. Tu n'as pas besoin de remplir le vide avec des mots. Le soutenir, l'habiter et décider depuis là te différencie des autres. Te maîtriser est le seul moyen d'être vraiment libre. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu dis, mais à ce que tu es capable de garder silencieux. Fais du silence ta plus grande présence. Dans la salle d'attente d'un bureau, les regards se croisent, de légers gestes d'inconfort, des doigts qui tambourinent sur la coudoir d'une chaise, des respirations contenues. Certains vérifient compulsivement leur téléphone, d'autres se recoiffent encore et encore ou tapotent nerveusement du pied sous la table. L'atmosphère est chargée d'une tension subtile. Chaque personne semble piégée dans l'urgence d'être vue, d'occuper un espace, de marquer sa présence, même si c'est avec un soupir plus fort que nécessaire. Cependant, il y a toujours quelqu'un de différent. Cette personne qui ne se bat pas pour l'air ni pour l'attention, qui reste silencieuse, les yeux sereins, le dos droit, sans chercher refuge dans l'écran, ni dans les mouvements automatiques de ceux qui craignent de passer inaperçus. Son immobilité est si frappante qu'elle se fait sentir même avant qu'elle ne prononce un mot. Sa présence pèse plus que n'importe quelle conversation superficielle qui se croise dans la salle. Le silence authentique n'est pas l'absence de mots, mais une façon d'habiter le moment avec une telle conviction et clarté que tout ce qui est superflu devient irrélevant. Cette calme, qui n'a pas besoin d'être expliquée, qui ne dépend pas de gestes grandiloquents ni de rires forcés, génère une attraction difficile à ignorer. Celui qui est capable de se maintenir dans ce silence transmet quelque chose d'inhabituel. Maîtrise de soi, confiance dans l'essentiel, détachement de la nécessité d'impressionner. C'est une sensation que l'on peut percevoir dans de minuscules détails, dans le calme de la respiration, dans la manière de regarder sans anxiété, dans la posture ferme mais détendue. Pendant que les autres s'épuisent à chercher l'approbation, celui qui a appris à être silencieux devient un aimant naturel, quelqu'un dont la simple présence désarme les mécanismes habituels de concurrence et de comparaison. Fais du silence ta plus grande présence. La véritable autorité ne crie pas, ne s'impose pas de l'extérieur. Elle émerge d'une cohérence interne qui se cultive loin du tumulte. Il y a une différence abyssale entre celui qui se tait par peur et celui qui choisit de se taire par décision personnelle. Le premier se cache, le second s'affirme. Seul celui qui a entraîné son esprit à ne pas réagir à chaque stimulus parvient à observer de l'extérieur le défilé d'émotions et d'opinions qui agitent les autres. La sérénité est un résultat direct de cet entraînement. C'est le produit de nombreux petits renoncements à la nécessité d'avoir raison, d'être remarqué, de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Se taire, dans ce contexte, n'est pas de la résignation mais du pouvoir. Ce n'est pas de la soumission, mais de la liberté. Dans un monde qui récompense l'immédiat et punit la pause, maintenir le silence est un acte de rébellion consciente. Celui qui ne se précipite pas à donner son avis devient imprévisible, et de cette imprévisibilité naît le respect véritable. Il ne s'agit pas de chercher du mysticisme dans le mutisme, mais de comprendre que toute réaction automatique est une cession de pouvoir.
celui qui maîtrise l'art de garder le silence, d'observer avant d'agir, de mesurer le moment et de décider si quelque chose mérite d'être dit, cultive une présence qui ne dépend ni du hasard ni de l'opinion des autres. Cela se remarque dans les petites choses, dans la façon dont tu écoutes sans interrompre, dans ta capacité à résister à l'impulsion de te justifier, dans la force de rester ferme lorsque les autres se dispersent dans la verbiage. Ne cherche pas à remplir chaque espace avec des mots. Apprends à porter le poids de ton propre silence. L'autocontrôle se cultive dans ces moments inconfortables où la tentation d'intervenir est presque insupportable. Seuls ceux qui ont traversé ce feu intérieur comprennent que le silence, bien soutenu, est une déclaration d'indépendance. Tu n'as pas besoin d'être le protagoniste pour être le référent. Le silence est une présence multipliée. Celui qui endure l'inconfort gagne en autorité. Ton plus grand pouvoir réside dans ce que tu choisis de ne pas dire. 3. Observe avant d'agir, décide avec calme. Il est épuisant de l'admettre, mais la plupart du temps, tu n'observes rien. Tu réagis simplement, tu répètes ce que ton esprit a appris à faire pour éviter l'inconfort et te sentir en sécurité. Tu diras que tu es réfléchi, que tu analyses avant d'agir, mais en réalité, tu prends tes sensations comme boussole et tu appelles intuition ce qui est en vérité de la peur, de l'anxiété ou une habitude déguisée en certitude. Tu es expert pour justifier des impulsions, pour défendre des décisions dont tu ne sais même pas d'où elles viennent, pour baptiser spontanéité ce qui n'est rien d'autre qu'une réponse automatique. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la paresse mentale. Ta phrase préférée est « c'est comme ça que je suis, je réagis vite, je ne peux pas m'en empêcher ». Oui, tu peux. Ce que tu ne veux pas, c'est faire face à l'inconfort d'attendre, de regarder en face ton propre désordre intérieur et de ne pas bouger jusqu'à ce que tu le comprennes. Car observer avant d'agir exige une brutalité envers soi-même, exige de démonter le mécanisme d'urgence que tu as cultivé depuis l'enfance. Tu préfères l'adrénaline du saut à l'inconfort de rester immobile. Et c'est pourquoi tu te perds, parce que tu sautes sans voir, parce que tu décides dans l'affolement et non dans le calme. Il ne s'agit pas de devenir un spectateur passif, ni de te figer dans l'inaction, mais de comprendre qu'à chaque fois que tu agis sans observer, tu deviens une marionnette de tes impulsions les plus primitives. Tu as normalisé ce court-circuit entre stimulus et réponse comme si ta vie était une série de réflexes incontrôlables. Mais la vérité est que cette rapidité te coûte cher. Tu perds autorité, crédibilité et surtout énergie. L'autocontrôle se forge dans l'espace qui sépare la perception de la réaction. Cet espace existe, même si ton esprit essaie de l'effacer pour ne pas faire face à l'inconfort qui l'habite. Pourquoi as-tu si peur de regarder avant de sauter? Parce que dans cet intervalle, tu vois tes contradictions, tes peurs, l'insécurité que tu dissimules avec des mots rapides ou des actions impulsives. Personne ne te le dit en face, mais tout le monde le perçoit. La personne qui ne s'observe pas avant d'agir transmet de la fragilité, transmet de l'incohérence. Le calme, en revanche, impose le respect sans avoir besoin de mots. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de filtrer tes impulsions avec un regard honnête et impitoyable. Observe ton premier désir d'intervenir, ton première impulsion de te défendre, de prouver quelque chose, et ne fais rien. Regarde simplement. Cette pause inconfortable est le filtre qui sépare la force authentique du bruit mental. Celui qui apprend à s'observer avant d'agir devient maître de son énergie, sait quand l'investir et quand la garder. Il ne se dépense pas à prouver. Il ne se trahit pas en cédant au premier mouvement interne. Ici, il n'y a pas de formule magique. Il s'agit d'entraîner, de supporter l'ardeur psychologique que produit le fait de voir tes propres réactions sans anesthésie ni justification. La plupart ne supportent pas ce poids, et c'est pourquoi ils restent les mêmes, piégés dans une danse d'impulsion qui ne mène jamais à rien de solide.
Décider avec calme n'est pas la même chose que de retarder ta vie ou de repousser des décisions importantes. C'est choisir depuis la clarté, non depuis le tremblement de l'urgence, ni le bruit de la pression extérieure. Si tu t'habitues à cet espace entre le stimulus et l'action, si tu deviens témoin et non esclave de ce que tu ressens, tu commences à gagner un type de présence que personne ne peut acheter ni feindre. Personne n'admire celui qui réagit à tout. Tout le monde respecte celui qui décide avec fermeté, celui qui ne se laisse pas manipuler par des émotions passagères. La différence réside dans l'origine de ton acte. Agis-tu parce que tu as choisi consciemment ou parce que tu n'as pas supporté l'inconfort d'attendre? Il n'y a pas d'excuse. La maîtrise s'entraîne chaque jour, dans chaque conversation, dans chaque petite provocation qui te demande de décider si tu répondras comme d'habitude ou si, pour une fois, tu oseras vraiment regarder avant d'agir. Le calme est un pouvoir accumulé. Ne l'oublie pas. Celui qui observe gagne. Celui qui décide avec calme devient inébranlable. Ne continue pas à donner ton énergie en échange d'une décharge momentanée. Commence à observer, même si cela fait mal. Décide depuis le calme, même si cela prend plus de temps. C'est la seule façon de devenir quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de sa propre maîtrise intérieure. L'autocontrôle ne se prouve pas, il se ressent dans la manière dont tu choisis ton prochain mouvement. 4. Sois cohérent entre ce que tu penses et ce que tu fais. Rien ne te fragilise autant que l'incohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Cette fracture, bien que beaucoup essaient de la dissimuler, est impossible à cacher. Elle se filtre dans tes gestes, dans la manière dont tu parles, dans le poids de tes décisions et dans la qualité de tes relations. Si tu t'habitues à penser une chose et à faire une autre, tu deviens ton pire ennemi. Au début, cela semble inoffensif. Tu tais une vérité par commodité. Tu fais le contraire de ce que tu crois juste pour éviter un conflit. Tu te trahis par de petites concessions quotidiennes que personne ne semble remarquer. Mais chaque incongruité s'accumule comme une dette intérieure. Tu perds le respect de toi-même et cette usure silencieuse finit par se refléter à l'extérieur. Personne ne fait pleinement confiance à celui qui ne s'appuie pas sur ses propres principes. La cohérence est la seule base solide pour construire une autorité réelle, une présence authentique et des relations durables. La cause principale de ce désajustement se trouve souvent dans la peur. Peur de décevoir, de perdre des opportunités, d'être jugé. Tu laisses la pression extérieure dicter tes actes, sacrifiant ton intégrité au nom de l'acceptation. Le problème, c'est qu'une fois que tu cèdes, la fois suivante est plus facile. L'esprit apprend le raccourci et en fait une habitude. Tu réagis sans réfléchir, tu justifies l'injustifiable et, quand tu t'en rends compte, tu es une version diluée de toi-même. L'incohérence ne te prive pas seulement de ton magnétisme. Elle mine ton énergie mentale, te vole ta clarté et te rend otage de tes propres contradictions. Tu ne peux pas avoir la paix si tu vis divisé à l'intérieur. La force que tu admires tant chez les autres ne naît pas de la perfection, mais de la capacité à s'aligner avec ce qu'ils considèrent essentiel, même si cela est inconfortable ou implique de perdre quelque chose à court terme. Être cohérent ne signifie pas être inflexible ou rigide, mais avoir le courage de défendre tes principes même quand personne ne regarde. Il est facile de prêcher des convictions en public. Ce qui est difficile, c'est de les défendre quand il te convient de les trahir. La congruence s'entraîne dans chaque décision quotidienne. Dire non, même si tu crains de déplaire, reconnaître une erreur sans la déguiser, agir selon tes valeurs, même si l'environnement te pousse dans une autre direction. Ce n'est pas une question de moralité superficielle, mais de stratégie de vie. Chaque fois que tu choisis d'être cohérent, tu renforces ton identité, tu augmentes ton respect de soi et tu deviens une personne prévisible pour ce qui est important et mystérieuse pour ce qui est superflu. Souviens-toi de cette phrase. La cohérence, bien qu'elle dérange, te rend indestructible à l'intérieur. Les conséquences de vivre sans cohérence sont évidentes. Anxiété, fatigue, manque de direction et relations basées sur la commodité plutôt que sur le respect. Au contraire,
Quand il existe une correspondance réelle entre ce que tu penses, dis et fais, tout s'imbrique. Tes mots pèsent plus, ta présence inspire confiance et ton énergie se multiplie parce que tu ne la dépenses pas à soutenir des personnages. La cohérence est invisible pour l'œil pressé, mais impossible à ignorer pour celui qui sait regarder. L'admiration sincère surgit lorsque les autres perçoivent que tu es maître de tes choix, non esclave des circonstances. Il n'y a rien de plus magnétique que de voir quelqu'un agir par conviction, non par réflexe. Décider avec cohérence exige de renoncer au confort des raccourcis. C'est un pari à long terme. Tu perds des applaudissements immédiats, mais tu gagnes en crédibilité et en paix. Il n'y a rien de plus coûteux que de se trahir pour plaire. Chaque fois que tu choisis entre la commodité et l'intégrité, souviens-toi que ce que tu choisis définit le type de personne que tu deviens. Fais de la cohérence ton filtre. L'authenticité ne se proclame pas, elle se démontre. Le respect de soi est la base de tout véritable magnétisme. Si tu veux de l'autorité, commence par être le premier à avoir confiance en toi. Ne cherche pas à être compris à tout prix. Sois fidèle à ce que tu penses et agis en conséquence. La cohérence n'est pas négociable si tu veux un véritable pouvoir et un respect durable. 5. Libère-toi du besoin d'approbation. Personne ne devient libre tant qu'il attend la reconnaissance. Le désir d'approbation est une chaîne que tu traînes même lorsque tu crois avancer, une dépendance si dissimulée que tu la confonds avec le besoin d'appartenance, avec la cordialité, avec être une bonne personne. Mais la vérité est plus inconfortable. Ce que tu cherches à l'extérieur révèle ce qui te manque à l'intérieur. Chaque fois que tu adaptes tes mots pour t'intégrer, que tu modifies ta posture pour être accepté, que tu réprimes une opinion par peur d'être jugé, tu négocies ton authenticité contre une paix momentanée. Tu te convaincs que c'est normal, que toute relation nécessite un certain degré d'adaptation, mais derrière chaque concession inutile se cache une renonciation à l'essentiel de toi-même. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Observe-toi avec honnêteté. Combien de tes actions sont conçues pour éviter le rejet? Il y a une anxiété silencieuse qui te pousse à chercher des signes d'approbation dans les gestes, dans les regards, dans les commentaires des autres. Ton esprit interprète chaque silence comme une menace, chaque critique comme une sentence, chaque indifférence comme un échec personnel. Tu vis en fonction des réactions extérieures et dans ce processus, tu perds le nord. Ce n'est pas que tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu crains de ne pas plaire si tu te montres sans filtre. Tu as appris à mesurer ta valeur en fonction de la réponse des autres, et cette habitude est devenue une prison invisible. La paradoxe est brutale. Plus tu cherches à être accepté, plus tu t'éloignes de toi-même. Le besoin d'approbation est le filtre déformant qui transforme ton caractère en une caricature de ce que tu pourrais être. Te libérer de ce mécanisme exige un regard implacable sur tes propres insécurités. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement que la validation externe est fragile. Tu dois confronter la peur de te retrouver seul, le vide qui apparaît lorsqu'il n'y a ni témoin ni applaudissement. C'est là que se dévoile la racine de ta dépendance. Le désir d'être approuvé est le résultat d'années à éviter la douleur de ne pas être suffisant, de ne pas se démarquer, de passer inaperçu. Ce n'est pas de ta faute de l'avoir appris, mais c'est ta responsabilité de cesser de le cultiver. Si tu ne romps pas ce cycle, tu te condamnes à exister en fonction des attentes des autres. Souviens-toi de ceci. Vivre pour plaire est la manière la plus efficace de te trahir. L'entraînement pour se libérer commence petit. Dire ce que tu penses, même si cela dérange, maintenir une décision, même si tu perds des sympathies, garder ta posture, même si tu fais face à des regards de désapprobation. Tu souffriras du vertige de la désapprobation, tu ressentiras le poids de l'isolement psychologique, mais c'est là que se forge la présence réelle. Personne n'admire celui qui cherche à plaire. Tout le monde se souvient de celui qui se tient sans trembler. Ta voix intérieure est la seule référence fiable. L'approbation que tu cherches à l'extérieur est un mirage. Plus tu la poursuis, plus tu en as besoin. Lorsque tu choisis l'authenticité,
Lorsque tu prends le risque d'être fidèle à ton jugement, même si tu n'es pas compris, tu découvres une liberté qui ne dépend ni des circonstances, ni de l'humeur des autres, ni des tendances du moment. Ne confonds pas adaptabilité avec servilité. Tu n'as pas besoin d'être bien vu pour avoir de la valeur. L'autorité personnelle se construit en renonçant à l'addiction de plaire. La force intérieure se construit en supportant l'inconfort d'être mal compris, la tension de ne pas s'intégrer. Le respect véritable naît lorsque tu laisses clairement entendre que tu ne vas pas négocier l'essentiel, même si cela implique de perdre des opportunités superficielles. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. La liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission. C'est une phrase à retenir lorsque l'insécurité te tente de te déguiser en ce que tu n'es pas. La libération de l'approbation des autres ne se produit pas d'un coup. Mais chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que l'acceptation, tu gagnes un peu plus de poids intérieur. Il ne s'agit pas de vivre en confrontation ni de mépriser les autres, mais de prioriser la loyauté envers ton propre jugement au-dessus de tout applaudissement temporaire. L'admiration véritable arrive lorsque tu es inébranlable face aux fluctuations des opinions extérieures. L'essentiel est simple, tu préfères le respect de soi à l'approbation collective. C'est la seule façon de devenir réellement magnétique, car ce que tu es ne dépend pas de ce que les autres veulent voir, mais de ce que tu choisis de soutenir. 6. Choisis l'essentiel, écarte le superflu. Un certain matin, à la table d'un café quelconque, tout semble être disposé pour que la distraction prenne le contrôle. Des tasses à moitié pleines, des notifications qui vibrent sans relâche, des conversations croisées et le bourdonnement constant de nouvelles que personne n'a demandé. La scène est saturée de stimuli superposés, comme si chaque objet et chaque son rivalisaient pour attirer ton attention, te volant de petits fragments d'énergie à chaque seconde qui passe. Tu regardes autour de toi et vois des visages fatigués, des yeux qui sautent d'un écran à l'autre, des mains agitées qui ne lâchent pas le téléphone, même lorsque le café arrive. L'air est chargé d'une anxiété invisible, celle-là même qui te pousse à vérifier, à répondre, à ne rien manquer de ce qui se passe à l'extérieur, même si à l'intérieur, tu es en train de te vider. Dans cette atmosphère, l'essentiel se perd, se dilue dans une succession interminable de détails qui ne signifient rien. L'épuisement n'est pas physique, il est mental et émotionnel. Chaque décision en attente, chaque message sans importance, chaque tentative de plaire te dépouille de ta clarté, jusqu'à ce que tu deviennes une version dispersée de toi-même, piégée dans le accessoire. Cette surcharge n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un esprit qui n'a pas appris à filtrer. Ne pas savoir choisir l'essentiel et écarter le superflu est la plus grande fuite d'énergie du caractère. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, à une conversation vide, à une tâche qui ne t'apporte rien, tu dis en réalité non à ce qui devrait te définir. Ainsi, la volonté s'affaiblit. Tu cèdes un peu ici, un peu là. Et quand tu t'en rends compte, tu es esclave d'engagements mineurs qui t'empêchent d'avancer vers ce qui compte vraiment. C'est comme remplir un sac à dos de pierres d'autrui et ensuite se plaindre du poids. Celui qui ne sélectionne pas se noie dans le trivial. Et le monde moderne est expert pour t'envahir de trivialités, en les déguisant en urgentes, importantes, indispensables. Le piège est sophistiqué. Tu t'habitues à vivre de manière réactive, à distribuer ton attention comme une aumône, à confondre activité et signification. Tu perds le contrôle non pas parce que l'environnement est trop chaotique, mais parce que tu n'as pas eu le courage de prioriser. Le stoïcisme exige de toi une rigueur différente. Regarder chaque stimulus, chaque demande, chaque désir avec une question directe. Est-ce que cela ajoute ou enlève ? Et avoir la discipline de te débarrasser, sans culpabilité, de ce qui ne contribue pas à ton essence. C'est inconfortable au début, car cela implique de décevoir des attentes, de lâcher la tentation de te sentir indispensable et de supporter la peur de ne pas être partout. Mais la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond réside dans cette sélection quotidienne.
Celui qui choisit l'essentiel investit son énergie comme une ressource sacrée. Celui qui la gaspille dans le superflu finit épuisé et vide, même si son agenda semble plein. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de dire non, de laisser passer, de maintenir l'espace vide jusqu'à ce que tu l'occupes avec quelque chose qui ait du sens. C'est la forme la plus concrète de respect de soi. Regarder quelqu'un qui a appris à écarter l'accessoire, c'est réaliser ce que signifie la présence. Il ne se déplace pas sous pression, ne répond pas à tout, ne justifie pas chaque absence. Ses gestes sont précis, ses mots peu nombreux. Son attention est un cadeau rare. Tu peux sentir le poids de sa clarté dans la manière dont il regarde ou dans la façon dont il maintient une pause sans anxiété. Cette personne transmet quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Elle sait ce qu'elle veut protéger et ne se laisse pas égarer par ce qui n'a pas d'importance. Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle et un rigorisme existentiel. La vie ne récompense pas celui qui se disperse, mais celui qui choisit avec fermeté. L'essentiel te soutient, le superflu te fragilise. Que cette phrase te poursuive chaque fois que tu doutes entre t'impliquer ou te retirer. Ne te méprends pas. Choisir l'essentiel n'est pas une posture esthétique ni un caprice philosophique. C'est une question de survie mentale dans un environnement qui veut te voir dispersé. Chaque fois que tu élimines une distraction, que tu cesses de te justifier, que tu priorises ton énergie pour ce qui compte vraiment, tu récupères un morceau de ta liberté. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement. Tu as besoin de commencer à filtrer, à défendre ton espace intérieur, comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes. La force de ta présence ne dépend pas de combien de choses tu embrasses, mais de combien tu es capable d'écarter. Choisis l'essentiel, même si cela fait mal. Écarte le superflu, même si on t'accuse d'être froid. La clarté est plus puissante que n'importe quel charisme forcé. Celui qui protège l'essentiel n'a pas besoin d'ornement. Sa vie parle d'elle-même. 7. Cultiver la fermeté sans chercher la confrontation. Lors d'une réunion de travail, dès qu'une personne propose une idée controversée, l'atmosphère se tend. Les visages se durcissent, les mains se ferment sur la table, les yeux cherchent des alliés. Certains se précipitent pour interrompre, pour contredire, pour faire savoir qu'ils ne comptent pas céder. D'autres, plus silencieux mais tout aussi rigides, croisent les bras et lancent des regards de désapprobation. Le groupe se divise entre ceux qui veulent avoir raison et ceux qui cherchent simplement à ne pas rester en arrière. Au milieu de cette lutte invisible, la discussion devient un concours d'ego, un défilé d'arguments chargés plus de fierté que de substance. Le résultat est toujours le même, épuisement, ressentiment et ce sentiment amer d'avoir perdu plus que ce que l'on gagne, même si vous gagnez la discussion. Vous vous vendez le mensonge que défendre votre position bec et ongle est un signe de force, alors qu'en réalité, c'est la peur de paraître faible, que votre valeur dépende de céder 1 millimètre face aux autres. Vous ne l'acceptez pas parce que c'est inconfortable, mais le besoin de confronter chaque provocation n'est qu'une autre forme d'insécurité. Vous avez confondu fermeté avec dureté, et, pire encore, vous croyez que vous n'êtes respecté que si vous marquez votre territoire chaque fois qu'une différence surgit. Ce n'est pas du caractère, c'est une réaction infantile. Ce qui vous manque, c'est le courage d'être ferme, sans avoir besoin de heurter. Parce que la véritable fermeté n'a pas besoin de cris, ni de gestes imposants, ni de cet air défiant que vous adoptez lorsque vous voulez faire comprendre que personne ne vous marchera dessus. La véritable fermeté se maintient dans le silence et la cohérence. Vous ne vous laissez pas entraîner, vous ne vous diluez pas dans l'approbation des autres, mais vous ne perdez pas non plus de temps ou d'énergie dans des combats inutiles. Celui qui se sent obligé de confronter tout ce qui le dérange est au fond un otage de sa propre fierté. Pensez, combien de fois avez-vous terminé une discussion avec la bouche sèche, le pouls accéléré et le vide de savoir que vous n'avez rien gagné? Vous défendre à chaque instant vous épuise et vous affaiblit, car votre énergie se disperse dans des guerres sans sens.
La véritable fermeté est inconfortable, car elle exige de renoncer à cette satisfaction immédiate d'avoir raison et de choisir la discipline de maintenir votre position sans chercher la bagarre. Ce n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Celui qui sait ce qu'il vaut n'a pas besoin de le prouver à chaque échange de mots. La personne ferme fait clairement connaître sa limite de manière sereine et, lorsque c'est nécessaire, se retire sans scandale, sans dramatiser. C'est la différence entre avoir du caractère et simplement en faire semblant. Certains croient que le respect est une question de volume, de s'imposer, de ne jamais céder. Faux. Le véritable respect se construit à partir de la prévisibilité. Vous êtes quelqu'un avec des limites claires, mais vous n'êtes pas une menace gratuite. Votre énergie n'est pas à vendre pour n'importe quelle provocation. Se retirer n'est pas céder, c'est prioriser votre paix. C'est une phrase que vous devez vous tatouer mentalement chaque fois que l'orgueil vous tente d'entrer dans une bataille inutile. Accepter que vous n'avez pas à gagner toutes les discussions est une preuve de contrôle brutal sur votre ego. Celui qui maîtrise ses émotions peut soutenir le regard de l'autre, écouter le désaccord et décider s'il vaut la peine de répondre ou si la meilleure victoire est de partir intact. Ne cherchez pas la confrontation comme si c'était un test de force. La fermeté sans confrontation est pouvoir. Celui qui ne tombe pas dans le piège de la réaction automatique projette quelque chose de rare, une autorité silencieuse. Vous êtes respecté parce que vous choisissez vos batailles, parce que vous ne vous épuisez pas dans l'accessoire et parce que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Vous n'êtes pas une statue froide, ni un mur immuable. Vous êtes quelqu'un qui a entraîné la discipline de mettre son énergie là où cela compte vraiment. Personne ne se souvient de celui qui crie le plus fort. Tout le monde admire celui qui sait quand parler, quand se maintenir et quand se retirer. Ne vous trompez pas, le désir de confronter tout est une faiblesse déguisée en force. La prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion, rappelez-vous que la fermeté n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Elle se manifeste dans votre capacité à rester présent sans céder, sans attaquer et sans vous justifier. La véritable force est de choisir le silence lorsque l'ego cherche du bruit. C'est la base de la véritable autorité. Le reste n'est que du théâtre bon marché. 8. Ta valeur ne dépend pas d'être vue. L'admettre est difficile, mais c'est la vérité. Une grande partie de ce que tu fais, penses et même désires est contaminée par le besoin d'être vu. Ce n'est pas seulement une question d'ego superficiel, c'est une structure psychologique profonde qui te traverse et conditionne presque chaque mouvement. Cela fonctionne comme un détecteur interne d'approbation, toujours en alerte, scannant l'environnement à la recherche de signaux de reconnaissance, attendant une validation qui confirme que tu existes, que tu comptes, que ta présence importe. C'est inconfortable de l'accepter car cela déconstruit l'image d'indépendance que tu aimes maintenir. Cependant, même dans les gestes les plus quotidiens, la façon dont tu choisis tes mots, la manière dont tu t'habilles, le type d'opinion que tu te permets de partager, cette anxiété silencieuse de laisser une empreinte, d'assurer que tu ne passes pas inaperçu, s'infiltre. Ce mécanisme est si subtil que tu finis par le confondre avec l'ambition, avec la sociabilité, avec sortir de ta zone de confort, alors qu'en réalité, c'est une dépendance qui mine ta force de l'intérieur. Analyser la racine de ce besoin révèle un schéma simple. Tant que ta valeur dépend de si tu es vu, ton état mental sera à la merci de facteurs que tu ne peux pas contrôler. L'esprit, entraîné depuis l'enfance à rechercher des signaux externes d'approbation, finit par associer la visibilité à la survie émotionnelle. Le problème est que cette habitude te laisse vulnérable, car chaque fois que tu ne reçois pas l'attention attendue, tu sens que ta valeur personnelle diminue. C'est comme lier ton estime de soi à une bourse volatile, où chaque fluctuation extérieure t'affecte. Tu finis par surdimensionner l'importance de chaque regard, de chaque commentaire, de chaque geste de reconnaissance. Et tu deviens accro à des stimuli qui, au fond, ne te nourrissent pas.
Le désir d'être vu se transforme en une fuite constante d'énergie. Tu investis du temps, de l'attention et même ton authenticité pour maintenir une présence qui plaise ou impressionne, même si le prix est ta paix mentale. La conséquence directe est une forme d'épuisement très concrète. Tu commences à calibrer tes actions en fonction de l'effet attendu sur les autres, non selon ce que tu considères comme juste ou nécessaire. Ce calcul perpétuel transforme tes décisions en réponses réactives, non en choix libres. Ainsi, la peur de passer inaperçu te pousse à surjouer, à combler des silences inconfortables, à exagérer des réussites ou à feindre des certitudes que tu n'as pas. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce type d'exposition fatigue, épuise et surtout vide. Chaque geste orienté vers le fait d'être vu affaiblit ta présence réelle, car il te déconnecte de ton propre jugement et te rend otage du regard des autres. La stratégie stoïque est claire, dissocier la valeur personnelle de la visibilité. Comprendre que la force du caractère ne dépend pas de qui t'observe, mais de la qualité de tes décisions quand personne ne regarde. Le respect durable ne découle pas de l'effort pour impressionner, mais de la cohérence silencieuse que tu maintiens en privé. Ici, la clé est d'entraîner l'esprit à trouver satisfaction dans le processus lui-même, non dans les réponses externes. Lorsque tu t'habitues à agir par conviction et non par attente, tu récupères l'énergie qui s'échappait auparavant dans la quête d'approbation. Cette énergie, accumulée jour après jour, se transforme en présence authentique. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Ta simple manière d'être et de décider transmet déjà de l'autorité. Ce détachement n'est pas de l'insensibilité ni de l'isolement. C'est un filtre conscient qui te protège de la manipulation sociale et de l'épuisement psychologique que cela implique de vivre en fonction de l'opinion des autres. Le véritable magnétisme est une conséquence, non un objectif. Moins tu dépends d'être remarqué, plus tes actions ont du poids. Il ne s'agit pas de devenir invisible, mais de cesser d'hypothéquer ton identité en échange d'attention. Le respect de soi vaut plus que 1000 regards extérieurs. C'est une phrase à ancrer chaque fois que l'insécurité te pousse à rechercher le devant de la scène. La véritable valeur est interne et n'a pas besoin de témoins. L'essentiel se construit dans la solitude et se maintient en public sans demander la permission. Apprendre à se passer du besoin d'être vu est le premier pas pour que, lorsque tu décides d'apparaître, ta présence ait un impact impossible à ignorer. Il y a des vérités qui font plus mal que n'importe quel silence. Quand quelqu'un te blesse et s'en va, la réaction la plus courante est d'essayer de reprendre le contrôle en fermant la porte, pariant tout sur le non-contact, comme si c'était un coup de maître. Mais ce que personne ne te dit, c'est à quel point cette tactique peut facilement devenir un truc bon marché, un masque qui ne cache que l'anxiété et le besoin de validation. Tu n'as pas besoin de punir quelqu'un par ton absence. La véritable transformation se remarque quand tu n'es plus la même personne qui suppliquait de l'attention. Le pouvoir n'est pas dans le silence, mais dans ce que tu fais pendant que personne ne te regarde. La philosophie stoïque est claire. Le seul terrain que tu peux dominer est celui qui est en toi, et tout le reste est distraction. Arrêter de parler à quelqu'un peut être une stratégie, mais grandir en silence est un coup irréversible. Le véritable dommage pour celui qui t'a sous-estimé n'est pas ta disparition, c'est que tu deviennes méconnaissable par ta force et ta sérénité. Tu n'es pas ici pour impressionner celui qui t'a blessé, mais pour te forger toi-même sans dépendre du jugement des autres. La victoire la plus décisive est de cesser d'avoir besoin d'explications, de cesser d'attendre des excuses. Rompre la chaîne de manipulation émotionnelle nécessite une discipline brutale et une honnêteté envers soi-même. Il n'y a qu'un seul chemin imbattable, utiliser la douleur comme levier et la distance comme entraînement. Le véritable pouvoir est d'être imperturbable. Toi seul décides si la blessure devient une fracture permanente ou un muscle renforcé. 1. Arrêtez de chercher une validation externe. Parfois, chercher une validation externe ressemble à essayer de rembourser une dette interminable avec des pièces qui ne sont même pas les vôtres.
Vous additionnez de petits gestes, des regards, des réponses. Vous attendez le paiement invisible de l'approbation, mais le solde ne revient jamais à zéro, ce n'est jamais suffisant. Le piège réside dans le mécanisme. Vous vous habituez à mesurer votre valeur avec une balance qui penche toujours vers l'extérieur. Chaque fois que vous dépendez d'une réaction, d'une excuse ou d'une reconnaissance de l'autre, vous vous hypothéquez émotionnellement. Le sentiment de vide ne vient pas du manque de contact, mais parce que vous avez délégué votre pouvoir à quelqu'un qui, au fond, n'a plus d'intérêt à vous le rendre. Le besoin de validation peut devenir si automatique que vous ne le reconnaissez même plus. Il se cache derrière chaque doute, chaque question que vous vous posez sur le fait que votre absence soit remarquée, que votre silence ait l'effet que vous souhaitiez. Mais cela reste une forme déguisée de recherche d'approbation, juste plus silencieuse, plus subtile. Il y a une sorte de dépendance à attendre des signaux externes. C'est comme un muscle qui se renforce chaque fois que vous pensez à la façon dont l'autre réagira à votre changement, votre distance, votre apparente indifférence. Vous laissez votre bien-être dépendre d'une attente, et c'est exactement le contraire de ce que le stoïcisme propose. Le véritable problème n'est pas que l'autre ne vous valorise pas, mais que vous avez fait de cette reconnaissance votre principale source d'estime de soi. Être ignoré, être laissé pour compte, fait mal, mais ce qui paralyse vraiment, c'est la croyance que sans cette personne, ou, pire encore, sans sa reconnaissance, votre vie perd son sens ou sa direction. En réalité, ce vide, vous l'avez créé vous-même, en donnant plus de poids au regard des autres qu'à votre propre perception. Et c'est là que vous vous enfermez dans un cycle. Le silence devient une sorte de pari, attendant que l'autre réagisse, revienne, se rende compte. Mais la vérité est brutale. Même s'il revient et vous valide, le mécanisme sera toujours là, demandant plus, toujours insatisfait. La psychologie profonde le laisse clair. Le désir d'approbation externe est l'un des filtres les plus déformants de la réalité. Vous ne voyez pas l'autre, vous ne vous voyez même pas. Vous ne voyez que la possibilité de combler un manque intérieur avec des applaudissements extérieurs. C'est pourquoi le véritable changement commence lorsque vous décidez qu'il n'y a pas de dette à rembourser, que vous n'avez plus besoin de ce prêt émotionnel qui ne vous donnera jamais la liberté. Il ne s'agit pas de devenir froid ou inaccessible. Il s'agit de reprendre la propriété de votre propre valeur. Arrêter de chercher une validation externe est un acte presque radical, car cela vous oblige à faire face à vos propres peurs, à cette voix intérieure qui vous convainc que sans reconnaissance, vous n'êtes pas suffisant. La vérité est que la voix de l'autre ne comblera jamais ce vide. Au contraire, elle l'agrandira, car il sera de plus en plus difficile de vous sentir légitime par vous-même. La plus grande fracture dans le caractère se produit lorsque vous cédez le contrôle de votre estime de soi au jugement des autres. Le silence, alors, doit être le vôtre, non pas comme manipulation ou punition, mais comme un espace pour reconstruire cette base que vous aviez négligée. Personne ne peut vous enlever ce que vous ne donnez plus. C'est la ligne qui sépare la dépendance de l'autonomie. Lorsque vous apprenez à cesser de chercher l'approbation, vous devenez inaccessible d'un point de vue émotionnel. Il n'y a plus de fils qui peuvent influencer vos décisions, ni de gestes qui peuvent déterminer votre humeur. C'est un processus inconfortable, même douloureux, car il implique de déconstruire des années de conditionnement. Mais c'est seulement là, dans cet inconfort, qu'est la véritable possibilité de transformation. Vous n'avez pas besoin d'être célébré, ni d'être rappelé, ni même compris. Vous avez besoin d'être votre propre témoin, le seul capable de définir votre progrès et votre valeur. La paix que vous recherchez ne dépend pas de ce que l'autre ressent en vous voyant absent, mais de ce que vous parvenez à réaliser en cessant de nécessiter son regard. La validation qui compte est celle qui résiste au silence et survit à l'oubli. 2. Transformer la douleur en auto-amélioration. Je vais être honnête, il y a eu un moment où je croyais que ma douleur était un ennemi que je devais cacher, comme si la montrer était une faiblesse que quelqu'un pourrait utiliser contre moi.
Je me souviens clairement de ces jours où mon estomac se nouait et mes mains transpiraient rien qu'en voyant une notification sur mon téléphone. Je sentais que le moindre petit signe, le moindre silence de l'autre côté était un verdict sur ma valeur. Je me regardais dans le miroir à la recherche d'un signe de changement, d'une amélioration extérieure qui pourrait convaincre quelqu'un d'autre que j'en valais la peine. J'ai passé des semaines comme ça, à calculer chaque mouvement, chaque absence, espérant que le temps fasse son travail et ramène l'équilibre, comme si la distance suffisait à guérir ce qui était en réalité pourri à l'intérieur. La douleur était une présence physique. Elle se ressentait dans les épaules, dans la mâchoire serrée, dans l'insomnie qui transformait la nuit en une salle d'attente sans fin. Mais derrière tout ce désagrément, ce qui était le plus difficile à admettre, c'était qu'au fond, j'espérais que ma souffrance ait un témoin, qu'elle serve à quelque chose de plus que simplement me détruire de l'intérieur. Ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, c'est que la douleur, si elle n'est pas transformée, finit par devenir une sorte de rouille. Elle s'accumule dans les articulations de la vie quotidienne et te rend lent, réactif, rigide. Tu peux remarquer comment cela se reflète dans de petits gestes. La façon dont tu évites certains endroits, comment tu te retiens de dire ce que tu penses par peur de sembler faible, comment tu deviens hypersensible à tout commentaire qui sent le rejet. L'environnement ne change pas, mais tu commences à te déplacer différemment, comme si tout ce que tu faisais avait un observateur invisible prêt à te juger. Le piège est là. Rester à attendre que la douleur se dissolve d'elle-même, ou pire, l'utiliser comme excuse pour rester ancré dans la même version de toi qui ne fonctionne plus. C'est la différence entre survivre et avancer. Il n'y a pas de raccourci possible. La douleur doit être traitée, pas seulement supportée. Les stoïciens ne parlaient pas de résignation, mais de transformation. Ce qui change, ce n'est pas le monde, c'est toi quand tu choisis d'utiliser le poids de cette souffrance comme matériau de construction, pas comme encre. Le processus est inconfortable et nécessite une honnêteté brutale. Cela signifie te poser des questions auxquelles tu ne voudras pas toujours répondre, t'asseoir en silence et regarder de front les parties de toi que tu préférerais ignorer. Mais dans cet inconfort, se trouve la matière première de l'auto-amélioration. La blessure cesse d'être juste une marque et devient un signe que quelque chose doit être renforcé. Le véritable tournant se produit lorsque tu cesses d'attendre que ta guérison soit visible pour les autres et que tu en fais une décision interne. Te lever plus tôt, prendre soin de ton corps, apprendre quelque chose de nouveau, poser des limites là où il n'y avait auparavant que complaisance. Le changement se remarque dans le concret, dans la façon dont tu te rapportes à la fatigue, à la frustration, à l'attente. Une des leçons les plus dures est de comprendre que le silence ne sert à rien s'il n'est qu'une pause entre deux dépendances émotionnelles. L'espace n'a de valeur que lorsque tu le remplis de buts, d'actions, d'auto-amélioration. Personne ne peut te voler le progrès que tu construis en privé. C'est l'une de ces phrases que tu devrais te tatouer mentalement. La croissance ne peut pas être inversée. La véritable distance n'est pas de ne plus parler à quelqu'un, c'est de devenir une version de toi-même que ce rejet n'affecte plus. Quand tu comprends cela, tu ne cherches plus la vengeance ni la validation. Tu te concentres simplement sur la prochaine décision qui te rapproche du type de personne que tu veux être. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un outil. C'est ainsi que l'on reprend le pouvoir, non pas en attendant que l'autre le remarque, mais en vérifiant chaque jour que tu n'en as plus besoin. 3. Brise le cycle de la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est toujours un jeu d'usure où personne ne gagne vraiment. La réalité inconfortable est que, tant que tu essaies de reprendre le contrôle par des stratégies comme le silence calculé ou le fameux « pas de contact », tu es toujours piégé dans une dynamique où l'autre personne dicte le rythme de tes émotions. C'est un cycle aussi prévisible que destructeur. Tu te retires en espérant que ton absence pèse, que l'autre ressente le vide, que la balance s'incline enfin en ta faveur.
Mais ce qui se passe réellement derrière ce mouvement, c'est que ton énergie reste investie dans l'autre. Tes pensées, tes motivations, même ton prétendu éloignement tournent autour de l'attente d'un effet sur celui qui t'a blessé. Analyse-le avec froideur. Au lieu de reprendre le pouvoir, tu le redéfinis sous la forme d'une attente déguisée. Tu cherches des signes, des traces de remords, des changements dans son attitude, comme si ta propre calme dépendait d'une réaction extérieure. Le cycle de manipulation ne se brise pas simplement parce que tu cesses de parler. Il se brise lorsque tu cesses de mesurer tes progrès en fonction de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Le mécanisme est plus subtil qu'il n'y paraît. Chaque fois que tu choisis le silence comme punition ou comme monnaie d'échange, tu perpétues le même schéma dans lequel tu as souffert auparavant. C'est un échange de rôles, mais pas une transformation réelle. L'axe reste externe, l'autre comme centre gravitationnel de ton bien-être. Ainsi se crée une sorte d'économie émotionnelle où la valeur de tes actions dépend de l'impact qu'elles génèrent en dehors de toi. Et c'est là que la manipulation devient un piège pour les deux parties. Le stoïcisme ne concerne pas la froideur ni l'indifférence feinte, il s'agit d'une honnêteté brutale. Ce que tu ne contrôles pas, tu le lâches. C'est pourquoi la seule façon de sortir du cycle est de changer le système de référence. Cesser de te demander comment l'autre va réagir et commencer à te demander qui tu es lorsque tu n'as plus besoin de manipuler l'issue. La racine du problème réside dans l'investissement émotionnel mal dirigé. Tant que tes décisions restent conditionnées par l'effet possible qu'elles auront sur une autre personne, tu n'as rien récupéré. Tu as changé de tactique, mais pas de destination. La véritable coupure ne se produit que lorsque tu décides que tes actions, tes silences et tes avancées ne sont plus pour que l'autre les voie, mais parce que tu en as besoin pour ta propre reconstruction. La dépendance émotionnelle ne se guérit pas par la distance physique ni par des tactiques d'absence. Elle se guérit lorsque tu es capable de vivre avec le vide, sans chercher à le remplir avec des interprétations, sans le transformer en une sorte de scène où tu attends d'être applaudi à tout moment. Le véritable contrôle est de cesser de vouloir contrôler. C'est une ligne qui n'admet pas de raccourci. Si tu analyses les conséquences de rester piégé dans ce cycle, tout se résume à une sorte d'entraînement inversé. Chaque fois que tu cherches à provoquer une réaction, tu renforces ta propre insécurité. C'est un cercle vicieux qui ne fait que renforcer le mauvais muscle. C'est pourquoi briser le cycle exige une décision délibérée. Cesser d'utiliser ta douleur comme outil d'influence et commencer à l'utiliser comme matériau de transformation interne. Accepter que la manipulation émotionnelle, aussi sophistiquée soit-elle, ne produit jamais de paix ni de croissance authentique. Le seul marqueur qui compte est l'avancement personnel, la distance réelle que tu parviens à créer en cessant de dépendre de la narration des autres. C'est la différence entre te libérer et rester otage d'une histoire qui ne mérite plus ton énergie. Il y a un moment où tu dois lâcher l'espoir que l'autre comprenne, réagisse ou change. C'est le véritable détachement, lorsque tes décisions cessent d'être un coup stratégique et deviennent un acte de respect de soi. Personne ne peut te manipuler si tu ne joues plus son jeu. La liberté se ressent lorsque tes actions ont du sens, même si personne ne les voit. Garde cela à l'esprit. Le cycle se termine lorsque tu décides de ne plus y entrer. 4. Fais du silence un refuge, pas une arme. Le silence n'est pas une arme, c'est un miroir. Ce que tu y projettes revient multiplié. Si tu penses encore que te retirer, cesser de parler ou disparaître pendant un temps va rétablir l'équilibre dans ta vie simplement parce que l'autre le remarquera, tu es toujours enchaîné au même cycle de dépendance qui t'a détruit depuis le début. Assez d'excuses. Tu n'es pas un fantôme vengeur. Tu es quelqu'un qui, si tu aspires réellement à grandir, doit cesser d'utiliser le silence comme un truc bon marché pour chercher une attention déguisée. Le silence n'a de valeur que lorsque tu cesses d'attendre qu'il soit interprété, lorsque tu ne te soucies plus de savoir si l'autre comprend ou non ta distance. Si ton esprit continue de tourner autour de la question de savoir si ton absence sera remarquée, tu n'as pas bougé d'1 centimètre de là où tu as commencé.
La seule chose que tu as changée est la forme du même auto-illusion. Maintenant, tu te convaincs que le non-contact est un soin de soi. Mais au fond, ce n'est qu'un nouveau canal pour rester attaché à la narration des autres. Prends enfin tes responsabilités. Le silence doit être ton refuge, pas ta tranchée. L'utiliser comme une arme ne fait qu'augmenter ton épuisement, perpétue cet entraînement émotionnel erroné dans lequel tout ce que tu fais dépend d'une réaction externe. Cesse de déguiser ton insécurité en stratégie. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as besoin de te transformer toi-même. Les gens qui sortent vraiment forts d'une rupture ne sont pas ceux qui parviennent à provoquer des regrets chez l'autre, mais ceux qui transforment leur douleur en discipline, en habitude, en réalisation privée que personne n'a besoin d'applaudir. Le silence est fertile seulement pour ceux qui le travaillent. Si tu ne le remplis pas de but, la seule chose qui y grandit est ton anxiété. Brise la fantaisie selon laquelle le silence est une punition. Ce n'est pas le cas, c'est un espace neutre. Tu peux l'utiliser pour te reconstruire ou pour continuer à alimenter des ressentiments et des attentes stériles. La différence réside dans ton approche. Si chaque jour tu t'obsèdes avec l'impact hypothétique de ton absence, tu restes piégé dans le même schéma infantile de recherche de réaction, de mesure de ton succès en fonction de ce que l'autre ressent ou ne ressent pas. C'est le chemin facile, celui qui te maintient faible, attaché à la validation externe et à l'espoir d'une revanche émotionnelle. La véritable force se construit lorsque le silence devient un terrain propre, un endroit où l'autre ne compte plus. Personne n'apprend à être en paix en attendant que l'autre souffre. On apprend à affronter le vide avec honnêteté et courage. Ne te trompe pas. Si la seule raison de ton silence est de provoquer, tu es toujours esclave de l'histoire qui te fait tant de mal. Fais en sorte que cet espace soit inconfortable, mais productif. Si le silence te pèse, utilise-le pour entraîner ton caractère, pour questionner tes schémas, pour concevoir une vie où tu ne dépends plus de ce qui est resté derrière. Le stoïcisme n'est pas une indifférence feinte, c'est une action dirigée vers l'intérieur. Le véritable pouvoir est de cesser d'avoir besoin que l'on te voie blessé. Si tu cherches refuge dans le silence, que ce soit pour grandir, pas pour cacher ton vide en attendant que quelqu'un le remarque. Voici la ligne qui sépare ceux qui guérissent de ceux qui survivent. Le silence comme refuge est la base sur laquelle tu construis une version de toi-même qui n'a plus besoin de témoins, ni de réconciliation, ni d'explication à moitié. Lorsque le silence cesse d'être une stratégie et devient un foyer intérieur, tout change. Tu ne te soucies plus de savoir si l'autre revient, s'il se repent, s'il comprend. Ce qui compte enfin, c'est la qualité de ta propre compagnie. Le silence ne guérit que lorsque tu l'habites sans attentes extérieures. Ne cherche ni punition ni récompense. Cherche la transformation. C'est la seule véritable issue. 5. Créez de la distance grâce à la croissance. Vous le rencontrez dans l'ascenseur de l'immeuble, cet ex ou cette personne qui a bouleversé votre monde et vous a ensuite laissé dans le vide. Il y a un instant de tension, un échange de regards, et soudain, vous réalisez que la réaction automatique n'est plus la même qu'avant. Il n'y a plus cette pulsion de feindre la force, ni cette urgence de prouver que vous allez bien. Ce qui apparaît est autre chose. Une reconnaissance intime que la distance réelle ne se mesure pas en mètres ni en silence, mais dans le travail silencieux que vous avez fait avec vous-même. C'est là, à ce moment sans témoin, que se révèle si la croissance a été authentique ou juste un nouveau masque. Parce que le muscle le plus difficile à entraîner est celui de l'indifférence véritable, celle qui ne naît pas du mépris, mais de l'autosuffisance. L'esprit, si habitué au drame, cherche encore le regard des autres pour obtenir des réponses, mais quelque chose a changé en profondeur. Vous n'avez plus besoin d'être approuvé, ni remarqué, ni même rappelé. La transformation ne se ressent pas comme une explosion, mais comme une certitude tranquille. La véritable rupture se produit lorsque vous acceptez que votre valeur ne dépend d'aucune retrouvaille, pas même de la réaction froide ou cordiale de celui qui dictait autrefois votre rythme.
Il n'est pas facile d'atteindre ce point. Il y a une partie de vous qui insiste pour mesurer le progrès en fonction de l'impact que vous causez. S'il a remarqué votre absence, s'il vous voit changer, s'il semble regretter. C'est presque un réflexe conditionné, un filtre qui déforme votre perception de vous-même et des autres. Mais la réalité est plus dure. La distance que vous comptez uniquement en fonction de l'autre est fragile, réversible, superficielle. Peu importe combien vous vous éloignez, si à l'intérieur vous continuez à attendre reconnaissance, vous restez lié. La leçon stoïque est inconfortable mais claire. La seule chose irréversible est la croissance que vous cultivez en privé. Celle que personne ne peut remonter en arrière ni effacer avec un message ou des excuses tardives. La distance réelle est celle qui surgit lorsque vous devenez quelqu'un qui ne s'inscrit plus dans la même narration. Lorsque votre énergie est investie dans vos propres avancées, pas dans l'attente d'être remarqué par celui qui vous a tourné le dos. Au fond, ce qui blesse le plus celui qui a sous-estimé votre valeur, ce n'est pas votre absence, mais votre transformation. Le silence peut être ignoré, la distance physique peut être réduite à tout moment, mais la croissance authentique ne peut pas être feinte ni inversée. C'est la véritable fracture, lorsque l'autre se rend compte qu'il ne peut plus accéder à cette version de vous qui avait besoin d'approbation, de drame ou de conflit. Vous avez cessé d'être prévisible, vous avez cessé d'être manipulable. La croissance est la distance que personne ne peut traverser. Ce qui était autrefois une plaie exposée est maintenant une force discrète. Et ce changement n'est pas pour que quelqu'un le voie. C'est pour que vous puissiez vivre sans peur, sans dettes émotionnelles en suspens. Beaucoup tombent dans le piège de croire que la plus grande victoire est de provoquer du regret ou de la nostalgie chez celui qui les a blessés, mais c'est un objectif vide, une sorte de revanche émotionnelle qui ne fait que prolonger le cycle de dépendance. La seule victoire qui compte est celle qui se traduit par des habitudes, par de la discipline, par une paix intérieure. La véritable distance se construit jour après jour, lorsque vous choisissez d'investir dans votre développement, pas dans votre ressentiment. Vous cessez de vous demander comment l'autre vous voit et commencez à vous demander quel type de personne vous êtes en train de construire, quelle décision vous rapproche du caractère que vous admirez. Il ne s'agit pas de vous effacer de la carte, mais de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être validé, ni touché par ce qui est resté derrière. Vous avez grandi lorsque vous n'attendez plus d'être reconnu. C'est la mesure de l'autonomie. Vous ne cherchez plus à clore le cycle par un regard, ni n'avez besoin de validations externes de vos progrès. Au final, la distance la plus puissante est celle qui surgit du travail silencieux, de la constance que personne n'applaudit, de la tranquillité que vous ressentez lorsque même face à celui qui vous a blessé, le seul témoin qui compte, c'est vous-même. Ce n'est pas l'absence qui guérit, c'est la croissance. La seule brèche qui compte est celle que vous avez créée entre votre ancien moi et celui que vous êtes maintenant. Personne ne peut l'effacer, pas même celui qui a un jour été le centre de votre monde. La paix arrive lorsque vous ne vous reconnaissez plus dans la personne qui avait tant besoin des autres. Et là, dans cet espace où l'autre ne peut plus entrer, commence la véritable liberté. 6. Abandonnez le besoin de vengeance. Il existe des comportements qui s'installent comme un tic nerveux invisible. Vous vous surprenez à repasser mentalement chaque détail de ce qui s'est passé, à reconstruire la scène encore et encore, comme si vous cherchiez l'angle parfait d'où lancer la pierre qui enfin fera justice. La fantaisie de la vengeance a cette texture collante. Elle vous piège dans de petits gestes, dans la manière dont vous fermez la porte avec plus de force que nécessaire, dans la façon dont vous prolongez le salut froid lorsque vous vous croisez dans un lieu public, ou dans ce léger mouvement de tête qui nie toute reconnaissance. Ce sont des micro-scénarios où l'objectif caché est simple, que l'autre ressente, ne serait-ce qu'un instant, le même vide que celui qu'il vous a laissé. Mais dans cette scène répétée, ce que vous parvenez à faire, c'est rester enfermé dans le même rôle encore et encore. Chaque réaction, chaque stratégie passive-agressive est un rappel que le centre de votre monde reste à l'extérieur.
le besoin de vengeance ressemble à porter un poids mort. Ce n'est pas seulement une émotion intense, mais une posture corporelle, une rigidité sur le visage, une fatigue qui ne s'en va pas même avec le sommeil. L'esprit s'habitue à examiner les mouvements de l'autre, à chercher des indices de remords, des signes que votre absence pèse, que votre silence brûle. Vous vivez dans l'attente d'une expression de regret, d'une excuse qui n'arrive jamais de la manière dont vous avez besoin. Et pendant ce temps, vous perdez un temps et une énergie précieux, consommant le présent au nom du passé. Tout votre avancement se fige, car vous restez attaché à l'attente que l'autre paie une dette émotionnelle qui, au final, ne couvrira jamais votre propre vide. Le stoïcisme est brutalement honnête à ce sujet. Chercher la vengeance ne vous donne pas le contrôle, cela vous l'enlève. Devenir juge et bourreau de votre propre douleur ne fait que renforcer les chaînes que vous avez promis de briser. Au lieu de guérir, vous devenez le gardien d'une blessure, vérifiant si elle est toujours ouverte, si elle saigne suffisamment pour être visible. L'usure est physique et mentale. Elle se voit dans votre posture, dans votre regard, dans la manière dont vous laissez la colère s'infiltrer dans vos mots quotidiens. La vengeance n'est pas une libération, c'est un recyclage de la même souffrance, mais sous une autre forme. Il n'y a pas de victoire dans la revanche, seulement répétition. C'est le piège le plus subtil. Croire que la douleur de l'autre sera suffisante pour guérir la vôtre. Renoncer à la vengeance ne signifie pas justifier le mal, ni disculper celui qui vous a blessé. C'est un acte froid de récupération de pouvoir. C'est choisir, à chaque petit geste, que votre énergie ne financera plus un film qui se termine toujours de la même manière, avec déception, épuisement et sentiment de perte. Abandonner le besoin de vengeance ressemble davantage à laisser tomber un fardeau lourd qu'à pardonner. C'est relâcher la corde d'un jeu de force qui ne vous a jamais profité. Le stoïcisme vous invite à observer le mécanisme. Chaque fois que vous cherchez la revanche, vous vous embrouillez dans une logique d'échange, et l'autre reste le point de référence. Celui qui cherche la vengeance maintient la blessure vivante. Rendez-le visible. Qu'est-ce qui change réellement dans votre vie lorsque l'autre souffre? Rien de réellement précieux, rien qui vous ramène la paix ou la direction. Le véritable triomphe ne se mesure pas en regard blessé ni en gestes de regret forcés. Il se manifeste dans le jour ordinaire, lorsque vous ne vous réveillez plus avec l'urgence de vérifier si votre absence pèse, si votre nom continue de hanter l'esprit de celui qui vous a ignoré. La véritable croissance est silencieuse, mais évidente. Elle se voit dans votre posture lorsque vous marchez, dans l'attention que vous portez à vos propres projets, dans la manière dont vous commencez à rire à nouveau sans demander la permission. La plus grande distance n'est pas celle que vous mettez entre vous et l'autre, mais celle qui existe entre qui vous étiez lorsque vous aviez besoin de vengeance et qui vous êtes lorsque vous ne la considérez plus comme nécessaire. La paix ne se négocie pas, elle se construit. Lorsque vous abandonnez le besoin de vengeance, tout votre système se reconfigure. Vous ne perdez plus de temps dans des dialogues internes stériles, ni à imaginer des scénarios de justice poétique. Vous l'investissez en vous, dans vos habitudes, dans la qualité de votre propre présent. Peut-être que la partie la plus difficile est d'accepter que, parfois, la seule justice possible est la reconstruction personnelle, que personne ne réparera les fractures qui vous ont laissées. Ce travail ne peut être fait que par celui qui décide de ne plus regarder en arrière. La leçon finale est crue et directe. La vengeance est une distraction coûteuse. La véritable libération se produit lorsque vous parvenez à ce que vos actions ne soient plus une réponse à la blessure, mais une déclaration de votre nouveau caractère. C'est à ce moment-là que vous cessez d'être un otage. 7. Soyez témoin de votre propre transformation. Je l'admets, pendant longtemps, la transformation personnelle me semblait être un slogan vide, quelque chose que l'on répète quand on n'a plus envie de se battre, mais qu'on ne sait pas comment avancer. Je confesse qu'à certains moments, ce que je cherchais vraiment n'était pas de me surpasser, mais de trouver une manière élégante de rester attentif à la réaction des autres.
Je me disais que je changeais, alors qu'en réalité, je ne m'entraînais qu'à de nouvelles façons d'être vu, d'être interprété, de rester pertinent dans une histoire qui aurait déjà dû se terminer. C'est le mécanisme le plus difficile à admettre. Vous confondez progrès avec stratégie, croissance avec camouflage. Le risque est clair, vous pouvez passer des mois, voire des années, à croire que vous vous transformez simplement parce que vous n'insistez plus sur le contact, alors qu'en réalité, vous perfectionnez juste une version plus subtile de la même dépendance. Si vous l'analysez froidement, le problème de fond est que nous avons tendance à chercher des témoins externes pour légitimer chaque petit progrès. Vous attendez des signes clairs que vous avez changé, que l'autre vous remarque différent, que quelqu'un vous dise que vous avez l'air plus fort, que l'absence pèse enfin tant qu'elle devient visible. C'est un piège mental, c'est la prolongation du même jeu de validation, sauf qu'il est maintenant déguisé en auto-amélioration. Le danger est de rester piégé dans cette logique circulaire. La véritable croissance ne sera jamais suffisante si vous cherchez toujours à ce qu'elle soit observée ou reconnue. La transformation authentique n'a pas besoin de témoins, elle se valide d'elle-même. C'est la ligne qui sépare celui qui évolue de celui qui se réinvente simplement pour impressionner. Décomposer cela est inconfortable, mais nécessaire. Si chaque pas que vous faites est toujours conditionné par l'attente d'une réaction extérieure, vous n'avez pas changé le système, seulement la surface. Le moteur de vos décisions reste externe. Le véritable avancement commence lorsque vous devenez votre propre observateur, lorsque vous êtes capable d'enregistrer vos réussites sans attendre d'écho. C'est un changement d'axe. Vous cessez de mesurer vos progrès en fonction de ce que vous provoquez à l'extérieur et commencez à évaluer ce que vous construisez à l'intérieur, même si personne ne le voit. Le processus n'est ni linéaire ni glamour. C'est un entraînement silencieux, une accumulation de petits renoncements et de choix inconfortables qui, additionnés, forment une structure interne beaucoup plus résistante que n'importe quelle validation fugace. La véritable autonomie apparaît alors, lorsque vous pouvez nommer votre avancement sans le montrer, lorsque la discipline devient une décision privée. À ce stade, la question pertinente n'est pas « vont-ils le remarquer ?», mais « suis-je capable d'être témoin et juge de mon propre processus ?» C'est ici que le stoïcisme devient une pratique vivante et non seulement une théorie. Vous êtes responsable de narrer votre changement, de documenter votre propre progrès, même si vous êtes le seul à le percevoir. L'autre peut rester indifférent, distrait, voire refuser de reconnaître tout avancement, et cela n'affecte plus la valeur de votre parcours. Vous avez grandi lorsque vous n'avez plus besoin d'être célébré. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est l'essence de la transformation irréversible. La croissance personnelle est une fracture interne. Elle sépare la version dépendante de celle qui ne négocie plus son estime de soi. Les conséquences de ne pas franchir cette étape sont claires et douloureuses. Si vous insistez pour chercher des témoins, vous devenez otage de leur attention, et tout recul de leur part se transforme en une rechute pour vous. Mais lorsque vous acceptez que le processus est intime, que personne d'autre ne peut mesurer ni valider votre progrès, vous reprenez le contrôle sur la narration. C'est une manière de retrouver du pouvoir qui ne dépend ni de l'absence, ni du silence, ni de la distance, mais d'une accumulation silencieuse d'outils, d'habitudes et de décisions. La douleur cesse d'être une excuse pour continuer à tourner en rond et se transforme en point de départ d'une nouvelle identité. La paix intérieure ne naît pas de la reconnaissance des autres, mais de la certitude que chaque jour, même sans témoin, vous êtes meilleur qu'hier. Alors, si vous cherchez une stratégie, que ce soit celle-ci, devenez le seul témoin fiable de votre avancement. N'attendez pas que quelqu'un le voie, même pas qu'il le comprenne. Le véritable changement n'est pas un spectacle, c'est une construction quotidienne. La véritable distance est marquée par votre croissance, pas par votre absence. Et cela, je vous l'assure, ne pourra jamais être ignoré, même par ceux qui ne veulent pas le voir. 8. Trouver du pouvoir dans la paix intérieure. Je te le dis sans anesthésie, tant que tu continueras à croire que la paix intérieure n'est qu'une conséquence et non une décision,
Tu resteras coincé dans le même cercle de toujours, à mener des batailles imaginaires contre des fantômes qui ne se souviennent même plus de toi. Il n'y a pas de pouvoir réel à faire semblant d'être calme, alors qu'à l'intérieur, tu accumules de la colère, en espérant que l'autre remarque ton absence ou regrette de t'avoir perdu. Ce n'est pas de la paix, c'est une dépendance reconditionnée. Ton problème n'est pas que les autres ne te valorisent pas, mais que tu as encore besoin que la validation vienne de l'extérieur, comme si toute ta vie était entre les mains du jugement des autres. Et laisse-moi être brutalement clair. Personne ne va te donner la clôture ou la compensation que tu attends, car tout ce cycle est un piège conçu pour te maintenir faible, distrait, petit. La paix n'est pas quelque chose qui tombe du ciel lorsque l'autre reconnaît ta douleur, c'est ce que tu construis à coup d'honnêteté lorsque tu décides d'arrêter de courir après des miettes émotionnelles. Jusqu'à quand vas-tu continuer à donner ton énergie à l'espoir que l'autre change, qu'il revienne, qu'il se rende compte? C'est le mécanisme qui te brise le plus. L'attente d'une issue externe qui justifie ta souffrance. Tu dois le comprendre maintenant. Personne ne peut te retirer ce que tu as déjà décidé de ne pas donner. Le véritable pouvoir n'est pas la capacité de provoquer une réaction, mais la force de devenir immunisé aux fluctuations des autres. Tant que tu continues à mesurer tes progrès par l'effet que tu causes dans la vie de celui qui t'a blessé, tu restes un otage de cette histoire, peu importe à quel point tu prétends être stoïque. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour l'autocompassion. Si tu cherches la paix seulement parce que tu es fatigué de te battre, mais pas parce que tu as décidé de cesser de dépendre, tu n'as pas avancé d'un demi-pas. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est l'autonomie sans permission. Sois honnête avec toi-même, la majeure partie de ton épuisement provient de ta tentative de contrôler ce qui ne te concerne pas. Tu relis d'anciens messages, analyse chaque silence, cherche des signes là où il n'en reste même plus de traces. C'est le même entraînement émotionnel qui te maintient faible, qui te rend accro à l'interprétation et au calcul. Cette énergie, investie à réinterpréter le passé, pourrait être utilisée pour construire une force intérieure. Mais tu préfères la dépenser à alimenter l'espoir que ton absence fasse mal, que ton silence pèse. Je te le répète, ce n'est pas du pouvoir, c'est un placebo émotionnel. Le stoïcisme n'a jamais été de la résignation ni une indifférence feinte. C'est la discipline de cesser de négocier avec ce que tu ne contrôles pas, le courage d'accepter que ta valeur ne dépend d'aucune retrouvaille ni d'aucune excuse en attente. La paix intérieure est le terrain où tu n'as plus besoin de te justifier, ni d'exhiber tes progrès, ni de chercher des témoins pour valider ton processus. C'est la pratique quotidienne de te tenir ferme même si personne ne le célèbre, de décider que ton bonheur n'est soumis à aucune condition externe ni à des récits étrangers. Ce n'est pas un retrait lâche, ni une pose de supériorité. C'est la décision consciente d'investir en toi, de reconstruire le muscle de l'autosuffisance et de cesser de donner ton pouvoir à ceux qui n'ont plus rien à voir avec ta vie. Tu ne trouveras pas de pouvoir tant que tu continueras à jouer à être indifférent alors qu'en réalité, tu attends toujours de l'attention. Cette auto-illusion est le piège final. La paix n'est pas quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose que l'on entraîne. C'est la capacité de te regarder dans le miroir et de savoir que, même si personne ne sait ce que coûte ton progrès, tu ne dépends plus du regard de personne. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Si tu cherches un véritable pouvoir, commence par cesser de demander la permission d'être en paix. Arrête de négocier avec le passé. Récupère ton énergie, dirige ton attention vers ce que tu peux transformer et accepte que le seul territoire où tu peux vraiment gagner est en toi. Tout le reste est du bruit, de la distraction et une rechute. La paix intérieure est la fracture définitive. Elle sépare pour toujours celui qui a besoin de reconnaissance de celui qui ne négocie plus sa liberté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.